sur une boîte de vin, plutôt que d'empiler les strates avec l'entrepreneur qui a monté ça, puis ensuite les 3-4 anciens, puis les 3-4 moins anciens qui sont en dessous, et finalement chacun a envie d'avoir un peu sa place, on a monté des comités thématiques, RH, communication, commerciale, mission, métier, et où chacun va pouvoir avoir une responsabilité, les responsabilités tournent, et chacun a l'obligation, entre guillemets, de pouvoir aussi s'investir sur ces sujets-là, qui sont transverses à l'organisation et qui vont permettre de la faire évoluer, la faire marcher, nous permettre d'être agile et d'éviter à 20 d'avoir une organisation tour Eiffel comme je la décrivais. On s'arrange pour chacun dans son champ de responsabilité, avoir une autonomie et une capacité à la prise de décision. Ça, c'est sur l'organisation, tour Eiffel, culbuto. Ensuite, c'est sur la temporalité. On observe un truc dans les boîtes qui est assez intéressant, c'est que soit il y a le feu et du coup il faut se transformer, soit ils prennent la transformation suffisamment en amont, mais il y a une prise de conscience qui est assez soudaine et du coup il faut tout changer d'un coup. Et du coup, en fait, on a l'effet inverse, c'est que finalement les collaborateurs reculent, ne s'investissent pas parce que c'est trop complexe, parce que c'est finalement trop dense, il n'y a pas de priorité, il faut tout faire en même temps, et les collaborateurs ne sont pas sécurisés. On entend souvent des patrons qui disent « je comprends pas, je leur ai ouvert la cage, les mecs bougent pas, ils prennent rien en main, qu'est-ce qui se passe ?» Que ce soit des jeunes générations ou des anciennes. Et en fait, on leur explique que dans ce monde incertain dans lequel on vit, on n'a jamais eu autant besoin de cadres qu'aujourd'hui, avec une autonomie dans ces cadres, mais bien du cadre. Toutes les boîtes qui écrivent sur leur mur tous entrepreneurs, c'est le grand truc des startups. Et en fait, c'est pas vrai. S'ils étaient tous entrepreneurs, ils auraient monté leur boîte. S'ils viennent chez vous et qu'ils sont salariés, c'est que finalement, ils recherchent un cadre qui va leur permettre de se développer de manière autonome. Donc la transformation se fait souvent en réaction. Il faut qu'on y aille, on change un peu le braquet. Alors qu'au contraire, la transformation, c'est du temps long. Il faut la mûrir. C'est là où la complémentarité des générations est quelque chose d'assez magique, notamment sur des structures de 20-30 personnes, qui peuvent être un peu le cas des vôtres. Mais il faut partir des hommes. Partir des hommes. Je vous prends un exemple, le roi Merlin, que vous connaissez tous. Eux, ils partent des hommes pour construire la stratégie. Je crois que c'est tous les 5 ou 7 ans. Ils font ce qu'ils appellent un exercice vision. Toute la boîte participe. Toute la boîte donne son avis sur la vision, participe à la vision. Ce qui fait qu'en fait, le pourquoi qui est si important aujourd'hui, la cible, le chemin qu'on va prendre, en fait, il est construit par toute la boîte et toute la boîte y va. Le roi Merlin, c'est gros. Nous, à l'échelle de 20 personnes, on fait un point par mois sur ce sujet. Où est-ce qu'on va? Comment on y va? Où en est chacun dans ses chantiers, sur ses comités? C'est extrêmement important d'avoir cette régularité. Et ça permet à chacun de pouvoir s'investir dans l'organisation. Quelle que soit la taille, il faut de plus en plus travailler ensemble pour construire une stratégie, un cap commun et le chemin pour y parvenir. Ça ne casse pas les hiérarchies, mais ça permet d'embarquer et de bouger beaucoup plus rapidement avec des priorités qui sont partagées et qui ne sont pas imposées. Autre exemple, la Maïf, dont on entend beaucoup parler en ce moment, entreprise à mission, qui, elle, va au bout de sa mission en se disant, en fait, plutôt que d'être comme les banques ou comme les boîtes d'assurance classiques où le conseiller est rémunéré au nombre de produits qu'il vend, quel que soit l'intérêt pour le client, finalement, il est rémunéré sur la satisfaction client. Il est allé au bout de son modèle. C'est extrêmement intéressant. Du coup, l'impératif du temps long, c'est une manière d'embarquer aussi les collaborateurs dans la machine. Je ne suis pas uniquement dans l'injonction, je vais leur donner un intérêt à changer et à aller dans une relation client qui est beaucoup plus poussée. Donc, dans son organisation, Pyramide Culbuto, dans sa temporalité, comment est-ce qu'on remet du temps long et on est en capacité d'embarquer de plus en plus les collaborateurs dans une stratégie et dans ses paradigmes fondateurs. C'est un peu la stabilité d'hier qui devient un poids. Les entreprises se reposaient beaucoup sur les brevets, sur la propriété intellectuelle, etc. Et on voit de plus en plus d'organisations qui lâchent ça, parce qu'en fait c'est des temporalités qui sont trop longues, et qui vont dans ce qu'on appelle le quick and dirty, vite et sale. Mais c'est exactement ça, c'est je dois délivrer rapidement et je vais développer plutôt une capacité à m'adapter en permanence. Si je prends l'exemple d'un groupe hôtelier qui est percuté par Airbnb, c'est comment je peux développer des produits extrêmement rapidement qui répondent aux besoins clients, que je vais adapter en permanence. Si je développe une capacité à suivre mon client, à avoir des itérations avec lui, à bosser en partenariat avec lui, c'est extrêmement important. Mais du coup, ce qui faisait la stabilité hier, il n'est plus la stabilité d'aujourd'hui. La stabilité d'aujourd'hui, dans ce que je vous décris, c'est plutôt cette instabilité permanente où il faut développer une capacité à s'adapter à son client, à se réinventer. La gendarmerie est très forte pour ça.
C'est un exemple assez probant. Qu'on soit d'accord ou pas, si on prend vous savez, les camions de CRS qui bloquent les rues là, avec des grands portails, là, c'est un gendarme qui l'a inventé. Vous avez des procédures judiciaires qui sont extrêmement accélérées avec de la police scientifique, etc. C'est des gendarmes qui innovent sur le terrain dans leur garage. C'est passionnant. Chaque année, ils remettent des trophées à ces innovateurs qui bossent dans leur garage. Ils ont réussi à développer un système où les gendarmes prennent en main l'innovation, sont pas bousculés par leur hiérarchie, au contraire, la hiérarchie a un intérêt à faire émerger ses talents, et ça remonte directement à la tête de la gendarmerie, et ça permet à la gendarmerie de développer une capacité d'innovation incrémentale qui correspond aux besoins terrain, qui est extrêmement intéressante. L'innovation en interne. Et enfin, l'entreprise va être bousculée dans son rapport à l'autre. Hier, chacun bossait dans son silo. Je ne parle pas aux concurrents, je ne parle pas trop aux partenaires, les clients, c'est moi l'expert. Demain, en fait, il va falloir bosser avec son client, il va falloir bosser avec ses partenaires et parfois avec ses concurrents. Vous avez même certains cabinets, alors je ne sais pas si c'est dans l'expertise comptable, mais en tout cas dans tout ce qui est syndicat de copropriété, etc., qui ont développé leur propre plateforme justement pour pouvoir bosser en réseau de manière beaucoup plus collaborative en responsabilisant notamment les clients. On n'est plus dans la posture de sachant, on est dans la posture qui facilite, qui permet d'apporter du conseil, et on va creuser au fond de son identité quelle est ma réelle plus-value en tant que syndic de copropriété pour les copropriétés que j'accompagne. C'est intéressant, on n'est plus dans un espèce de rapport juste expert où je valide un certain nombre de choses. Donc l'entreprise devra revoir un peu ses frontières. Je m'ouvre et je travaille différemment. Maintenant, si je rentre dans l'organisation concrète des entreprises, plus dans le détail, tous les niveaux vont être percutés par ce que je viens de vous dire. Déjà le leadership, quand on passe de la tour Eiffel au culbuto, ça change les rôles. Quand on est dans ce monde incertain, ça change les rôles. Le leader, il devient de plus en plus un espèce de... C'est pas phare dans la tempête parce que ça fait un peu apocalyptique, mais c'est finalement celui qui projette et qui fait un vrai travail de pédagogie permanent. Les boîtes, nous, qu'on a vues les plus performantes, qui ont réussi à faire des vrais pivots en 4-5 ans, culturels et structurels, c'est des boîtes où, en fait, le patron a fait de la pédagogie pendant tout ce temps-là. Tous les mois, il allait rappeler quelle était l'ambition de l'organisation, quels étaient les 3 objectifs et les 6 chantiers, si je prends l'exemple d'une banque. Au bout de 5 ans, tous les collaborateurs, on les a interrogés, sont capables de dire quelle est l'ambition, où est-ce qu'ils sont allés, où ils en sont des chantiers, etc. Comment est-ce que le leader devient finalement celui qui est capable de projeter, d'accompagner, de sécuriser, de faire de la pédagogie et de remettre un peu du temps long, là où en fait tout le monde a un peu tendance à paniquer, à prendre toutes les priorités et tous les trucs qui passent. Le leadership est très percuté. L'exemplarité, deuxième chose, surtout dans des petites structures, ça c'est clé. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier qui est anecdotique mais pas tant que ça. On va dans une boîte assez connue, on fait un certain nombre d'interviews sur le terrain, et le grand dada du patron, c'est la fidélité. La fidélité à l'entreprise, la fidélité à la stratégie, etc., etc. Et en fait, on sent à chaque fois une moue des collaborateurs en entretien. Donc on commence à creuser. Pourquoi il y a une moue à chaque fois qu'on parle de fidélité? Parce qu'en fait, le patron, il trompe sa femme avec une femme de l'organisation. Terminé. En fait, il est plus crédible sur ce sujet-là. C'est anecdotique, on est d'accord, pas d'accord. Il n'empêche que, en fait, il est inconcevable qu'il puisse parler de fidélité à ses collaborateurs. Autre sujet dans l'industrie, un sujet de sécurité. Il y a eu un mort dans une entreprise, et du coup, c'est le grand ramdam sur la sécurité à tous les niveaux. Le patron débarque en visite dans une usine, en lui tend un casque et des chaussures de sécurité. Vous avez fumé ou quoi? Je ne vais pas mettre ça, enfin, c'est hors de question. Zéro crédibilité sur la sécurité. Il a refusé de mettre un casque et des chaussures de sécurité alors qu'il l'impose à tous ses collaborateurs. Donc on va pouvoir avoir ce type d'exemple sur les horaires, où je reprends un jeune collaborateur qui arrive à 9h10 au lieu de 9h. Quelle est la différence si le résultat est là? Ça, après, c'est un autre débat. Alors que lui va avoir un emploi du temps qui est ultra flexible, il ne se justifie jamais. Bref, comment on responsabilise tout le monde et comment on travaille cette exemplarité qui passe aussi par une communication entre finalement ceux qui vont diriger, manager et ceux qui sont en dessous. Ça, c'est au niveau leadership. Au niveau managérial ensuite, et là c'est là que viennent un peu les plus grosses mutations. Au niveau des rôles déjà. En France, le manager c'est un sachant. Le manager c'est un statut. Vous êtes monté parce que vous savez. Vous êtes monté parce que vous êtes expert et c'est pour ça que vous êtes devenu manager. Le côté pur manager, globalement, c'est soit vous avez l'appétence, mais si vous ne l'avez pas, finalement c'est pas bien grave, c'est pas ça qui compte. C'est ce qui vous permet de vous positionner dans une organisation.
Ça, c'est en train d'être bousculé de manière assez criante, notamment par les jeunes générations dont je vous parlais, parce que finalement, c'est quelque chose qui est plus accepté. Cet aspect très statutaire où en fait, je suis dans un bureau, j'ai quelqu'un qui bosse dans le bureau en face de moi qui a la réponse à mon problème, mais je dois passer par mon manager qui est dans le bureau de droite, qui lui va passer par le manager qui est dans le bureau d'en face, pour permettre qu'en fait